15h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-midi info. À la une cet après-midi, cette adolescente de 14 ans retrouvée morte hier, étranglée à Birac-sur-Trek dans le Lot-et-Garonne. Le meurtrier présumé a avoué les faits lors de sa garde à vue, un homme de 31 ans, connu pour des faits d'agression sexuelle commis quand il était mineur. Le procureur d'Agen donnera une conférence de presse à 17h à suivre en direct sur BFM TV. Dans l'actualité également, une cinquantaine de manifestations cet après-midi contre les violences sexistes et sexuelles partout en France. À Paris, le cortège va de la place de la République à la place de la Nation. Les participants demandent notamment un budget public de 2 milliards d'euros par an. Le mondial de football au Qatar démarre demain et déjà les polémiques se multiplient. Une Coupe du Monde finalement sans alcool, dans et autour des stades. Mais le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a tenu à rassurer dans une conférence de presse très surprenante. Les supporters ne seront pas privés de liberté pour ce mondial controversé, affirme-t-il. Et puis en Corée du Nord, Kim Jong-un dévoile sa fille au monde pour la première fois alors qu'il a supervisé le lancement de son dernier missile balistique. Il a réaffirmé qu'il utiliserait la bombe atomique en cas d'attaque nucléaire contre son pays. On en parlera avec notre consultant défense, le général Pellistrandi. L'actualité ce samedi, c'est donc cette enquête qui démarre après la découverte d'un corps d'une adolescente de 14 ans dans le Lot-et-Garonne. La mère de la jeune fille avait signalé sa disparition hier après-midi à Tonneins, ne la voyant pas rentrer du collège. La dépouille de l'adolescente a été retrouvée dans une maison abandonnée de Birac-sur-Trek, c'est à quelques kilomètres de là. Un homme de 31 ans, connu pour des faits d'agression sexuelle lorsqu'il était mineur, est passé aux avus lors de sa garde à vue. À Naguère, Franck Payenave avec Camille Plaisant. C'est derrière ces vitres cassées, dans cette maison inhabitée, qu'une adolescente de 14 ans a été retrouvée. Ne la voyant pas rentrer du collège, ses parents ont signalé sa disparition hier en fin d'après-midi. Très vite, les enquêteurs se mettent à la recherche de l'adolescente. Ils visionnent toutes les caméras de surveillance de la ville et repèrent la collégienne sur une image. Quelques minutes après, une voiture passe non loin de la jeune fille. Tous les regards se tournent alors vers le conducteur du véhicule. Les gendarmes passent en revue toutes les plaques d'immatriculation et cartes grises dans leur fichier. Et un nom ressort. La voiture appartient à un homme de 31 ans qui habite à Marmande, non loin du lieu où a été retrouvée la jeune fille. Interpellé et placé en garde à vue, le principal suspect passe aux aveux et avoue avoir étranglé l'adolescente. Une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours. La garde à vue du suspect, elle, se poursuit. Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV est avec nous. Le procureur d'Agen nous donnera probablement plus de détails lors de sa conférence de presse à 17h tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, qu'est-ce qu'on sait de ce suspect qui a été interpellé ? On sait que c'est pas un inconnu de l'injustice. Il a déjà été condamné. Alors il était beaucoup plus jeune, c'était il y a une quinzaine d'années, en 2008, par le tribunal de Rochefort, condamné pour un fait d'agression sexuelle sur mineur, alors que lui-même était aussi mineur. Si on fait le calcul, il y a 15 ans, il avait 15 ans ou 16 ans. Il est aujourd'hui âgé d'une trentaine d'années, condamné à une peine de 15 jours de détention avec sursis probatoire pour une durée de 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, il ne devait pas récidiver sous peine de retour d'aller en prison. Il s'est toujours tenu à l'écart de la justice. Il n'a pas fait reparler de lui, si ce n'est pour des faits de dégradation ou de vol, avant son interpellation hier, et qu'il reconnaisse les faits et qu'il emmène les enquêteurs sur les lieux où il avait déposé le corps de cette adolescente. Donc quelqu'un, effectivement, qui était déjà connu pour des faits, mais très anciens, et qui à l'époque n'avait pas eu l'obligation d'avoir un suivi socio-judiciaire. Bruno Pomar nous accompagne également, ex-instructeur opérationnel au RAID, auteur des Flics d'élite dans les cités aux éditions Anne Carrière. L'enquête se poursuit. Un élément a été extrêmement important pour les enquêteurs, pour les gendarmes, pour retrouver la trace de cet homme, c'est la vidéosurveillance. Oui, ça a été un élément déterminant, je dirais, de l'enquête qui a facilité le travail de la brigade de recherche de Marmande. Donc ça, c'est un élément essentiel. Et encore une fois, lorsqu'on voit les polémiques effectivement qu'on rencontre avec ce sujet-là, on se rend compte que pour ce cas-là, et précisément, ça a été d'une grande efficacité. Évidemment, ça n'a pas empêché le meurtre de cet enfant, mais néanmoins, ça permet aux enquêteurs de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement et d'avoir des éléments factuels sur ce qui s'est passé, tout au moins avant l'agression. Ensuite, l'enquête déterminera effectivement les recherches d'ADN et tout ce qu'on peut imaginer vont permettre de savoir, et l'interrogatoire qui sera mené sur cet individu, de savoir exactement ce qui l'a amené à faire un tel acte, tout simplement. Donc je pense que c'est important. La technologie est une grande importance actuellement pour régler nombre d'affaires dans les problèmes de faits divers et autres, mais je pense qu'on le voit essentiellement sur cette affaire-là.
Oui, la vidéosurveillance donc, a permis d'agir très rapidement parce que c'est vraiment ça le point déterminant dans ce genre d'affaires, c'est de se dépêcher de retrouver la victime pour le plus possible qu'elle soit vivante, mais aussi d'interpeller des suspects très rapidement. Absolument, et ça permet en même temps de refaire l'histoire, puisque vous l'aviez dit tout à l'heure, 15 ans auparavant, il a été quand même inculpé pour des faits graves aussi, quelque part, même si la justice l'a vraisemblablement peu sanctionné, mais ça va permettre de voir un petit peu, de refaire toute l'histoire et de savoir si dans le secteur dans lequel il vit là, il n'y a pas eu d'autres affaires de ce type, et ça permettra peut-être d'élucider certaines affaires qui ont été cachées. Mais je voulais vous faire une parenthèse sur cette affaire-là, c'est que vraisemblablement, et je ne suis pas psychiatre évidemment, je ne me permettrai pas de parler à la place des spécialistes, mais des problématiques psychologiques rencontrent bon nombre d'individus dans notre pays. On a quasiment 10% de la population qui sont atteintes. Alors pas de ce type d'individus, évidemment, de schizophrénie, de problématiques psychiques et autres. Il va falloir qu'on s'interroge sérieusement sur la prise en charge. Comment on peut suivre ce type d'individus, avec quels moyens on a, quand on sait que la psychiatrie en France rencontre de réels problèmes. Et là, il y a un véritable travail à mener. Concernant la famille de la jeune fille, Mélanie, elle reçoit actuellement, et on peut le comprendre, une assistance psychologique. Que sait-on de cette famille ? On sait que c'est une famille d'origine espagnole qui est arrivée sur la commune de Tonneins récemment, nous dit-on, il y a quelques mois, peut-être une année, que cette jeune fille, Vanessa, leur grande fille de 14 ans, qui est donc aujourd'hui la victime, était l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Elle avait 2 petits frères et sœurs âgés de 10 et 12 ans, que les parents, évidemment, ont été pris en charge dès hier, notamment la maman par les pompiers, amenés à l'hôpital. On ne sait pas encore s'ils sont, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, hospitalisés, mais c'est évidemment toute une famille en état de choc et toute une communauté très affectée. Par exemple, la rectrice de l'académie nous faisait savoir que dès lundi, dans le collège de cette adolescente qui était scolarisée à Tonneins, il y aura une cellule psychologique pour des enfants, pour des adolescentes dont il va falloir prendre toutes les précautions pour expliquer ce qu'il s'est passé vendredi soir. Merci Mélanie Bertrand, merci Bruno Pomar. Évidemment, vous restez avec nous, on continuera de suivre cette affaire tout cet après-midi, notamment avec cette conférence de presse que donnera le procureur d'Agen, Olivier Naboulet, à 17h, à suivre en direct sur BFM TV. Dans l'actualité, il y a également ces dizaines de milliers de personnes qui sont mobilisées un peu partout aujourd'hui en France contre les violences sexuelles et sexistes. Marseille, Rennes, Strasbourg, Nice, Nancy ou encore Paris. Des manifestations à l'appel du collectif Nous Toutes et en présence d'associations ou encore de personnalités politique. Angie Loata, vous êtes dans le cortège parisien qui est parti à 14h de la place de la République, direction la place de la Nation. Dans une conférence de presse, le collectif Nous Toutes a notamment dénoncé l'échec de la justice à protéger les victimes. Effectivement, et c'est la priorité des priorités d'après nos discussions avec les gens et puis également les slogans. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le remonte parce que c'est vraiment celui qu'on voit le plus, 0,6% des violeurs condamnés. Un problème au niveau de la justice, Nathalie, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On se disait également un problème d'éducation de tous les personnels, ceux qui doivent recevoir les plaintes, éduquer les enfants. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de cette mobilisation et qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Je retiens qu'il y a beaucoup de monde, je vois toutes les générations confondues, je vois des femmes, je vois des hommes qui soutiennent ces femmes, je suis ravie de voir ça. Et effectivement, j'aimerais beaucoup que la priorité soit donnée donc, à l'éducation de tout le personnel, mais qu'il s'agisse aussi bien des forces de l'ordre que des professionnels de l'enfance, des professeurs des écoles, des profs après au collège, au lycée, mais même dès la maternelle, dès la primaire, pour qu'ils éduquent nos enfants, nos garçons, nos filles, sur des questions, sur le consentement, sur des choses qui vont permettre demain que, par exemple, ma fille, Cléo, 9 ans, ne vive pas des situations traumatisantes comme moi ou d'autres, toutes les autres femmes en fait que je connais ont pu en vivre. Il y a cette question d'éducation des gens, il y a également des problèmes très concrets, ceux qui doivent recevoir les plaintes également, on le disait, ça c'est la priorité des priorités, il faut investir là-dedans pour que ça fonctionne mieux. Oui, à mon avis, oui, il faudrait investir pour que toutes les personnes, notamment dans les associations et également la police, soient formées pour accueillir dignement et croire les personnes qui viennent porter plainte ou témoigner. Donc il faudrait donner les moyens à ces personnes-là
de pouvoir agir en toute confiance. Et les moyens qui sont réclamés, merci beaucoup Nathalie, ce sont donc 2 milliards d'euros de la part de l'État pour améliorer la situation effectivement. Je vous le remontre, hein, beaucoup de gens traversant Paris aujourd'hui de la place de la République tout à l'heure, noire de monde jusqu'à celle de la Nation. Merci beaucoup Angie Loata, donc dans ce cortège parisien cet après-midi avec Caroline Bertolino. J-1 avant le début du mondial de foot au Qatar, c'est Gérald Darmanin qui représentera la France à la cérémonie d'ouverture demain. On l'a appris aujourd'hui, une Coupe du Monde sans alcool et dans et autour des stades. Les supporters l'ont appris hier et qui fait craindre pour la défense d'autres libertés. Oui, mais le patron de la FIFA se veut rassurant. Dans une conférence de presse en forme de monologue très théâtral, Gianni Infantino a usé d'arguments, vous allez le voir, plutôt surprenants. Samia Hani. Sa prise de parole était attendue, elle a été pour le moins surprenante. Gianni Infantino, président de la FIFA, s'est exprimé pour dire son soutien à la fois aux organisateurs de la compétition et aux victimes de discrimination dans le golf. Aujourd'hui, je me sens qatari. Aujourd'hui, je me sens arabe. Je me sens africain, je me sens gay. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens comme un travailleur migrant. Dans un discours étonnant, le patron de la FIFA a mis en avant ses origines italiennes pour montrer sa compassion avec les migrants venus travailler à Doha dans des conditions fustigées par les organisateurs de la défense des droits de l'homme. Cela me renvoie à mon histoire personnelle parce que je suis le fils de travailleurs migrants. Je sais ce que cela veut dire d'être discriminé, d'être harcelé en tant qu'étranger. Enfant, j'étais discriminé en Suisse parce que j'étais roux et j'avais des taches de rousseur. J'étais italien, je parlais mal l'allemand. Sur les droits LGBT, Infantino a assuré que les autorités qataries lui avaient donné la garantie que tout le monde était le bienvenu pendant cette Coupe du Monde. Si quelqu'un dit l'inverse, ce n'est pas l'opinion du pays et ce n'est pas l'opinion de la FIFA. Début novembre déjà, le président de la FIFA avait demandé aux 32 sélections de se concentrer sur le football et de ne pas se laisser entraîner dans toutes les batailles idéologiques ou politiques, face à la volonté de plusieurs capitaines de sélection nationale de porter un brassard arc-en-ciel lors des matchs. Nicolas Pelletier, on vous retrouve, vous êtes l'envoyé spécial de RMC Sport et de BFM TV à Doha. Ce mondial, il n'a pas encore commencé. Quand on le voit, les polémiques s'accumulent déjà autour de son organisation. Oui, deux grosses polémiques autour de cette organisation. Tout d'abord, il n'y aura plus d'alcool dans les stades à partir de demain lors du lancement de la Coupe du Monde avec le match Qatar-Équateur. Il n'y aura pas d'alcool dans les 8 enceintes de cette Coupe du Monde. C'est un revirement de situation alors que début septembre, Nasser Al-Khater, le patron de Qatar 2022, avait annoncé que tout était prêt pour recevoir et consommer de l'alcool dans les stades. Seules les zones VIP pourront encore consommer de la bière dans les stades. Et une autre polémique est en train de monter ici au Qatar et nous sommes en mesure de vous la confirmer, les fan leaders, c'est-à-dire ceux qui étaient payés par le Qatar pour venir mettre l'ambiance lors des matchs de l'équipe de France ou que ce soit d'autres nations, ne seront plus rémunérés par le Qatar. Les fan leaders qui sont présents à Doha ont appris ça quand ils sont arrivés à Doha. Le Qatar a décidé de ne plus les rémunérer. Ils étaient défrayés pour ces actions qui menaient autour des différentes équipes ici à Doha. Alors sur le côté sportif, Nicolas, la France jouera son premier match mardi, ce sera contre l'Australie, avec des incertitudes sur l'état de santé de deux joueurs clés, Raphaël Varane et Karim Benzema. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez ? Alors il y a deux grosses incertitudes. Raphaël Varane qui se sent plutôt bien, c'est beaucoup plus rassurant par rapport à Karim Benzema. Son état est beaucoup plus préoccupant. On verra dans les prochaines minutes. Il y a un entraînement qui est programmé à 19h15 ici, heure locale, pour l'entraînement de l'équipe de France. Mais depuis jeudi, depuis le premier entraînement de l'équipe de France ici à Doha, Raphaël Varane et Karim Benzema s'entraînent à part. Et c'est deux mauvaises nouvelles pour les champions du monde qui se lanceront à la conquête d'un nouveau titre mardi prochain face à l'Australie. En tout cas, si Karim Benzema et si Raphaël Varane ne seront pas aptes à débuter cette rencontre mardi, Raphaël Varane sera remplacé par Ibrahima Konaté dans la défense centrale et Olivier Giroud remplacera Karim Benzema en attaque. L'actualité à l'étranger avec cette nouvelle démonstration de force en Corée du Nord. Kim Jong-un a supervisé hier le lancement de son dernier missile balistique intercontinental en réponse à ce qu'il qualifie de menace américaine. Oui, un événement auquel il a assisté en famille, en présence de sa fille notamment. Une première présentation publique qui interroge sur le rôle qu'elle pourrait jouer dans la dynastie nord-coréenne. Camille Plaisant. C'est la première fois qu'elle apparaît à l'écran aux côtés de son père Kim Jong-un. Une manière de présenter au monde l'héritière du chef suprême de la Corée du Nord, car c'est peut-être elle un jour
qui dirigera le pays. C'est l'occasion également pour Kim Jong-un de mettre en avant ce missile balistique intercontinental. Des images diffusées par le régime nord-coréen où l'on voit Kim Jong-un superviser le lancement test de ce missile appelé le missile monstre. Selon le régime de Pyongyang, cette nouvelle démonstration de force répond à ce qui est présenté comme des menaces directes des États-Unis et de ses alliés. Il a effectué des tirs assez inquiétants au cours des dernières semaines, puisque certains ont un peu dévié et ont pratiquement touché la Corée du Sud, ou en tout cas sont tombés dans les eaux de la Corée du Sud et même sur une île de Corée du Sud. Donc ça inquiète énormément, évidemment, l'ensemble des pays de la région, à commencer par Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Il y a effectivement une sorte de logique, je dirais, infernale de ce régime qui est complètement coupé du monde. La Corée du Sud, le Japon et les États-Unis ont effectivement intensifié ces derniers mois leur présence militaire dans la région. Séoul et Washington ont notamment mené fin octobre et début novembre les plus grands exercices aériens communs de leur histoire. Général Pellistrandi est avec nous, notre consultant de défense. C'est la première fois qu'on voit la fille de Kim Jong-un. Il est toujours resté vraiment très discret sur sa vie de famille. Est-ce que c'est finalement une sorte de présentation officielle de celle qui pourrait un jour peut-être lui succéder? Oui, très certainement. Il faut bien voir qu'on parle de la dynastie des Kim. Kim Jong-un, c'est le 3e. Et la présente... Alors, il est marié. Il y a quelques photos de sa femme. On sait qu'il a 3 enfants. Donc cette jeune fille, c'est la première fois effectivement qu'on la voit officiellement, et avec bien sûr le gros machin, j'utilise le terme machin, ce missile. Le missile. Ouais. Donc c'est un message qui est envoyé au monde occidental, aux Américains, pour dire, voyez, la dynastie. Alors d'une part, nous sommes une puissance nucléaire, attention. Et ensuite, c'est aussi un message qui est envoyé à l'opinion publique nord-coréenne, qui est bien sûr totalement sous contrôle. Mais il y a une adoration quand on les voit, par exemple, pleurer ou être en extase devant Kim Jong-un. C'est une réalité. Et donc, présenter cette jeune fille, c'est dire... La dynastie poursuit, d'autant plus que Kim Jong-un a 39 ans. Il est quand même un peu fort, voire obèse. Il y avait des inquiétudes sur sa santé, notamment au moment de la pandémie. Et donc, c'est important de démontrer la continuité. N'oublions pas aussi que lui-même et sa sœur, qui jouent un rôle très important, Kim Jong-un, ils ont été éduqués en Suisse. Donc, peut-être que la dynastie, en tout cas, elle est bien présente, et c'est donc un double message envoyé au monde. Double message, parce que vous le disiez, sur le tableau, il y a à la fois donc, cette présentation de la fille de Kim Jong-un, il y a aussi ce gros machin dont vous parliez, le missile balistique intercontinental. C'est quoi exactement? Alors, ce qui est étonnant, c'est que, vous voyez, le gros véhicule porteur, tout ça, c'est de la technologie d'origine soviétique. Or, la Corée du Nord est un pays qui est coupé de tout, mais ils investissent énormément dans le domaine nucléaire. Ils ont déjà procédé à 6 essais nucléaires. On attend un 7e essai. Et donc, ce missile intercontinental, en fait, il serait capable, en fait, de porter une bombe nucléaire de l'autre côté du Pacifique, c'est-à-dire sur les États-Unis. Or, depuis plusieurs mois et ces dernières semaines, donc Kim Jong-un a procédé à de très nombreux exercices avec des tirs, notamment qui passent au-dessus du Japon. Donc une inquiétude dans cette région qui finalement est surarmée et dans lequel la moindre bavure, par exemple une erreur de tir, et imaginez que ce missile tombe en Corée du Sud ou au Japon, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Merci beaucoup, Général, pour toutes ces explications. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur cette affaire dans le Lot-et-Garonne. Le corps d'une adolescente de 14 ans a été retrouvé. Elle avait disparu hier à la sortie de son collège. Un homme de 31 ans est actuellement en garde à vue. Il a reconnu le meurtre. Il est connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle lorsqu'il était mineur. Le procureur de la République d'Agen s'exprimera. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV à 17h. À tout de suite. BFM TV et les montagnes françaises vous présentent la météo. La montagne, ça vous gagne. La météo avec l'application Avis. La location de voitures simple et rapide en un clic. Propriétaire ou bailleur, gagnez en confort devant la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
Après une journée de samedi plutôt calme, nous étions en fait entre deux perturbations. Eh bien, le temps va se dégrader de nouveau par l'ouest dans les prochaines heures. Effectivement, une première perturbation arrive par l'ouest, par l'océan Atlantique. Elle touchait déjà la pointe de la Bretagne samedi soir et on va la retrouver donc dimanche matin entre la Normandie et le Pays Basque avec des pluies, un vent parfois assez soutenu dans le nord-ouest, suivi donc d'un ciel de traîne sur la Bretagne avec des éclaircies, des nuages mais également des averses. Et puis à l'avant, donc le ciel se couvre, bien évidemment, logiquement, avec d'ailleurs quelques pluies résiduelles sur l'Alsace et la Lorraine et quelques flocons de neige d'ailleurs sur les Vosges. Sur les régions méditerranéennes ainsi que sur les Alpes, là, le ciel reste dégagé avec un petit peu de Mistral et Tramontane entre Perpignan et Marseille. Et puis toujours cette instabilité en Corse. Dans l'après-midi, alors on retrouve cette même perturbation en gros des Pyrénées jusqu'à la Belgique. Elle progresse lentement mais sûrement vers l'est. À l'arrière, donc toujours ce ciel de traîne qui envahit progressivement toutes les régions de l'ouest avec donc éclaircies, nuages et quelques averses. Et puis à l'avant, sur la Provence, le sud des Alpes, eh bien, le ciel reste dégagé avec toujours un petit peu de Mistral, 70 à 80 km/h en rafale. Température stationnaire par rapport à ces dernières heures. On ne change pas vraiment de masse d'air avec donc ce flux de secteur ouest et des températures de saison, on va dire. Même si ça reste quand même assez frais, en tout cas assez froid. Dimanche matin sur la partie centrale, quelques gelées entre -1 et -2 degrés, par exemple du côté de Clermont-Ferrand et d'Aurillac. Dans l'après-midi, donc ça reste frais, mais de saison entre le nord-est et le massif central. Et puis, ça se radoucit quand même temporairement sur la façade atlantique avec l'arrivée de cette perturbation jusqu'à 15 degrés, par exemple, du côté de Bordeaux. Nouvelle perturbation attendue pour lundi, beaucoup plus musclée que la précédente, avec beaucoup de vent et de la pluie. Et puis, pour mardi, donc ciel de traîne avec une baisse des températures assez sensible en altitude, à tel point que les chutes de neige pourraient être assez abondantes sur l'ouest des Pyrénées ainsi que sur le nord des Alpes, et puis le tout donc accompagné de quelques éclaircies et un vent très soutenu. BFM TV et les montagnes françaises vous ont présenté la météo. La montagne, ça vous gagne. C'était la météo avec l'application Avis. La location de voitures simple et rapide en un clic. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales solaires en autoconsommation pour réduire vos factures d'électricité. Groupeverlaine.com. Allez, on continue. Essayez d'esquiver. Allez, on y va. Regarde. Un petit, ça va rentrer. Allez, on continue. On lâche pas, on continue. Allez, on cherche, on esquive. Allez, on continue. Allez, on continue. On y va, allez. Voilà, formidable. Un geste bien répété finit toujours par payer. Allez, on continue. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue avec le temps. Continuons la vaccination. À Noël avec Red, facile de profiter à fond. Mais il n'y a pas de cadeau. Le plus dur, c'est de s'arrêter. Forfait mobile 100 Go, 17 € par mois, sans engagement. Red by SFR. Non. Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans le mot fléchette? Ah, j'avais compris javelot. Quand les joueurs n'ont pas de règles, c'est plus du jeu. Et pour les jeux d'argent, c'est pareil. Il faut avoir plus de 18 ans, se fixer un budget et surveiller sa pratique. FDJ met à votre disposition des outils pour encadrer votre pratique de jeu. Non, c'est toujours pas une fléchette. FDJ. 100% électrique, 100% irrésistible, numéro 1 des véhicules électriques en France, la i208 a tout pour plaire. Même à un futur beau-père. En ce moment, l'électrique n'a jamais été aussi accessible chez Peugeot. Avec la i208 Like, à partir de 208 € par mois seulement. Azzaro The Most Wanted. Et maintenant, The Most Wanted Parfum. Intense,
au-delà des mots. The United States stands for an idea whose time is now. Quel gros schmuck. Il y a vraiment des gens qui sont plus riches que Dieu. Ça sera bientôt notre tour, tu verras. C'est qui celui-là? C'est un mec de mon ancienne école. Je place tous mes espoirs en toi. Castorama présente. Quand il devient essentiel d'isoler mieux et chauffer moins, vous pouvez toujours compter sur l'expertise et l'engagement de nos conseillers Castorama. Rénovation, isolation, chauffage, découvrez toutes nos solutions d'économie d'énergie en magasin ou sur castorama.fr. Mon papa, il est formidable. Il fait plein d'efforts pour me faire manger des trucs bons qui ne poussent pas trop loin. Il dit que c'est pour ça qu'il a pris le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole. Et que comme ça, ces sous peuvent servir à aider cet agriculteur à s'installer à côté de chez nous, par exemple. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Hey, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. Wow, c'est pas Versailles ici. Et si c'est Versailles ici, les matelas Trianon en exclusivité à la compagnie du lit. Fixé, aligné, mesuré en toute simplicité. Patino de Bosch. Toujours Clio, maintenant hybride. Renault Clio existe aussi en version essence, à partir de 160 € par mois. Waouh, oh ce look. Non, c'est bien. Mais sinon, il y a Sarenza et sa livraison en 24 heures. Hé, c'est le Black Friday chez Emma, avec jusqu'à 50% de réduction. Vous aussi profitez du confort Emma, avec notre fameux matelas, nos lits ou nos oreillers. Vous allez adorer. Commandez vite sur emma.fr. Lancôme. Et si c'était enfin possible? Rénergie HCF triple sérum. 3 actifs dermatologiques maintenant dans une triple dose. Rénove la peau à tous les niveaux. Volume, rides, taches. 9 femmes sur 10 le choisiraient. Et vous? Découvrez votre routine personnalisée grâce à nos diagnostics soins experts sur lancôme.fr. On n'imagine pas tout ce qu'il y a dans un morceau de comté. Ce sont tous ces gestes qui font son goût unique. Comté, comté. Du coup, je le mets où celui-là? Direct Assurance, bonjour. Oui, j'ai souscrit sur votre site hier soir. Résultat, mon appart est déjà assuré. Bravo. On m'avait dit que vous étiez super. Et ben vous savez quoi? Vous êtes les meilleurs. Et pour 2, 3, 4 contrats souscrits, c'est 2, 3, 4 mois remboursés. Avec Vérissure, la sécurité c'est chez vous, mais aussi pour votre entreprise. Découvrez Vérissure Pro, l'alarme conçue spécialement pour les commerçants et petites entreprises, avec caméra connectée 24h/24, bouton panique et appel aux forces de l'ordre. Vérissure Pro, notre meilleure protection pour vous les pros. N'attendez plus, rendez-vous sur vérissure.fr pour commencer votre devis en moins de 60 secondes. C'est sûr, c'est Vérissure. Oh, t'es là toi? Je l'adore. Ils sont trop mignons. On a de la chance. Qu'est-ce qu'on est bien sur cette route? Ils l'ont refaite, non? Non. Ah si. Ça va être une belle journée. Vous allez adorer la vie en électrique. Citroën IC4 électrique est à partir de 309 € par mois, avec 1000 km de recherche publique et 4 ans de garantie et d'assistance offerte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une de l'actualité, à 16h, le corps d'une adolescente de 14 ans a été retrouvé dans le Lot-et-Garonne. Elle avait disparu à la sortie de son collège hier. Un homme de 31 ans est en garde à vue. Il a reconnu le meurtre. Il est connu pour des faits d'agression sexuelle lorsqu'il était mineur. Le procureur de la République d'Agen va s'exprimer à 17h. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont rassemblées aujourd'hui à l'appel du collectif Nous Toutes dans une cinquantaine de villes françaises pour protester contre les violences sexuelles et sexistes et dénoncer l'inaction de la justice auprès des victimes. Nous suivons dans ce journal avec nos reporters Angie Loata et Caroline Bertolino le cortège parisien très fréquenté. En Ukraine, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a rendu une visite surprise au président Zelensky. Premier déplacement à Kiev depuis la prise de fonction du pensionnaire du 10 Downing Street. Nous resterons à vos côtés jusqu'à ce que l'Ukraine ait gagné la paix et la sécurité, a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par la présidence ukrainienne. J-1, avant le début du mondial de foot au Qatar, le gouvernement français sera représenté demain par son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Un mondial sans alcool dans et aux abords des stades. Alors comment les supporters sur place accueillent-ils ce revirement de situation? Notre envoyée spéciale à Doha, Sonia Carnero, est allée leur poser la question. À la une de l'après-midi info, une adolescente de 14 ans a été retrouvée morte dans le Lot-et-Garonne après avoir disparu hier à la sortie de son collège. Un homme de 31 ans est en garde à vue après avoir avoué le meurtre. Franck Payana, vous êtes à Birac-sur-Trek où le corps de la jeune fille a été retrouvé dans une maison abandonnée. Oui, le corps de cette jeune adolescente âgée de 14 ans qui a été retrouvée dans cette petite commune située à quelques kilomètres de Tonneins ce matin. Il faut dire que l'enquête est allée extrêmement rapidement, vous le disiez, avec ses parents inquiets de ne pas voir leur fille revenir de son établissement scolaire à la mi-journée. Très rapidement, les caméras de surveillance du secteur ont été regardées et c'est là qu'un véhicule suspect a été remarqué et dans les fichiers, un nom est remonté, celui de cette personne qui a été arrêtée par les gendarmes en milieu de soirée, hier. Donc un suspect qui est actuellement, à l'heure où on se parle, toujours en garde à vue du côté de Marmande, à savoir que le parquet d'Agen nous a annoncé en fin de matinée nous donner plus d'informations au cours d'une conférence de presse qui est organisée aux alentours de 17h tout à l'heure. Et avec nous, Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV. On en sait plus sur cet homme de 31 ans qui a été placé en garde à vue. Oui, un homme de 31 ans qui a été interpellé hier dans la soirée après que les gendarmes soient remontés jusqu'à lui grâce aux images de vidéosurveillance où son véhicule apparaît quelques instants après que la jeune fille apparaisse elle-même sur ces images. Rapidement, donc, il retrouve sa trace. Ils vont chez lui à Marmande et ils l'interpellent. Et dès les premiers instants de sa garde à vue, il passe aux aveux. En tout cas, il désigne l'endroit où il dit avoir abandonné le corps de cette jeune fille de 14 ans. Ça se passe à Birac-sur-Trek, à une quinzaine de minutes de Tonneins, là où la jeune fille était scolarisée. Son corps à elle est retrouvé et rapidement, les enquêteurs commencent à avoir plus d'informations sur cet homme. On sait qu'il était déjà connu des services de police pour des faits assez anciens, il y a une quinzaine d'années, alors que lui-même, on rappelle qu'il a 31 ans aujourd'hui, alors que lui-même avait 15 ans, il avait été condamné par le tribunal de Rochefort en 2008 pour une agression sexuelle sur une mineure de 15 ans. Les faits dataient de 2 ans auparavant. Il avait été condamné à une peine de 15 jours de détention avec sursis mis à l'épreuve pour une durée de 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, il devait se tenir à carreau, évidemment ne pas récidiver et ensuite sa peine serait levée. Et c'est ce qu'il a fait, ce jeune homme à l'époque. Il n'a plus fait reparler de lui pour des faits à caractère sexuel. Il a commis un vol, une dégradation, me dit-on, mais absolument rien de ce niveau de gravité jusqu'à hier soir quand il a été interpellé. Jacques Morel est également avec nous, général de gendarmerie, ancien patron de la section de recherche de Versailles. Si cet homme a été retrouvé aussi rapidement, c'est grâce à la vidéosurveillance qui a été très utile dans cette affaire. Tout à fait. Et donc, les enquêteurs sont très preneurs de l'installation de vidéosurveillance, même maintenant dans ce qu'on peut appeler la France profonde, puisqu'avant, c'était l'apanage des grandes villes et des grands centres. On voit bien qu'en l'absence des images de vidéosurveillance, cet homme-là aurait pu passer à travers un dispositif s'il n'y avait pas eu de témoins visuels. Alors peut-être qu'il y a aussi des témoins qui vont se manifester. Et voilà comment on part sur des cold cases, parce que dès le départ, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'il a été prélevé en 2008 quand il a fait ses premiers délits? S'il n'a pas été prélevé, il est même pas dans les bases. Et quand bien même on aurait retrouvé de l'ADN sur cette malheureuse victime, ça aurait débouché sur rien.
On le voit en particulier dans cette affaire. Ce qui est déterminant dans ce genre d'enquête, c'est la rapidité d'intervention pour pouvoir appréhender au plus vite des suspects notamment. Comment est-ce que ça s'organise, le travail des gendarmes dans ces conditions ? Alors il y a deux aspects, il y a interpeller rapidement l'auteur, mais il y a aussi avoir la chance, entre guillemets, de retrouver la victime vivante. Là, malgré la rapidité, si vous voulez, ça n'a pas été le cas. Mais il y a deux situations, soit sur le plan à l'endroit où elle a été enlevée, il y a des témoignages, elle est partie à pied, on peut faire un pistage, mais là elle est montée dans une voiture, donc même avec un pistage, ça n'aurait débouché sur rien. Donc très vite, il y a une équipe qui s'occupe de faire du voisinage et d'aller voir les centres de télésurveillance pour savoir s'il n'y a pas un véhicule particulier qui est passé à proximité de l'endroit. Et avec l'immatriculation, quand en plus on découvre que l'auteur, il est déjà connu pour des faits pas similaires, mais enfin pour des faits délictueux, ça donne tout de suite une orientation qui a permis cette arrestation rapidement. Avec donc cet homme qui est en garde à vue. Mélanie, la suite, désormais, que va-t-il se passer ? Eh bien déjà, la garde à vue, elle se poursuit par les gendarmes de Marmande parce que s'il a été interpellé hier soir, on n'est même pas encore tout à fait à 24 heures de garde à vue. Donc il reste encore la journée de demain pendant lesquelles, s'ils vont jusqu'à la fin de la garde à vue, ils ont beaucoup de questions à lui poser. Ce qu'on aimerait savoir, c'est son parcours judiciaire, on en parlait, son environnement, qui est ce suspect de 31 ans, est-ce qu'il est inséré dans la société, est-ce qu'il a un travail, est-ce qu'éventuellement il avait des liens avec sa victime, savoir également comment il a pu la faire monter dans cette voiture, est-ce que c'était sous la contrainte ou pas, est-ce qu'elle a subi des violences sexuelles. Donc vous le voyez, il y a tout un nombre de questions encore qui sont nombreuses à lui poser. Et puis ensuite, une autopsie va être pratiquée dans les prochains jours sur le corps de la jeune fille pour connaître les raisons les causes de la mort. Lui dit qu'il l'a étranglée, mais bien sûr, ça reste à confirmer. Il y a des analyses toxicologiques aussi dont on devrait avoir dans les prochains jours les résultats pour savoir si cet homme était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Et puis très logiquement, demain soir ou lundi, il sera déféré devant un juge d'instruction qui va lui notifier sa mise en examen et très certainement son placement en détention provisoire. Et là, on va rentrer dans un deuxième temps, le temps de l'instruction qui sera évidemment bien plus long. Et à suivre sur BFM TV, ne manquez pas cette prise de parole du procureur d'Agen. Il s'exprimera sur la mort de cette jeune fille en conférence de presse. Ce sera à suivre à 17h en direct sur BFM TV. On se retrouve dans quelques petites minutes. À tout de suite. Vendredi, samedi, dimanche, 22h minuit. Je suis ravie de vous retrouver pour Week-end Direct. Toute l'actualité de la fin de semaine, toute l'actualité du week-end. Les indicateurs sont en hausse. Vos soirées news avec Alice Darfeuille. En tout cas, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Je vais vous montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Des reportages, des invités. Malheureusement, la situation est quand même délicate. Du temps pour comprendre. C'est quand même la bonne nouvelle de 2021. Ça veut dire qu'on sait le faire, qu'on va le faire. Week-end Direct, vendredi, samedi, dimanche, à 22h, sur BFM TV. On lui dit qu'elle est bonne à rien, et comme elle est petite, elle le croit. Elle rigole en disant je suis nulle, elle dit l'avenir, on verra bien. En vrai, trop de parcours se terminent en impasse. Aidons les jeunes à trouver de nouvelles voies professionnelles. Qui a dit que l'électrification n'était pas taillée pour l'aventure ? Qui a dit qu'il fallait recharger ses batteries pour aller toujours plus loin ? Nouveau Nissan X-Trail e-Power, le plaisir de l'électrique, sans recharge. Venez l'essayer en concession. One Million, parfum pour homme de Paco Rabanne. Son premier job, c'est grâce à votre veste de seconde main. Donnez une seconde vie à vos vêtements. Vendez-les sur Vinted. Tu ne le portes pas ? Vends-le. Lancôme. Et si c'était enfin possible ? Rénergie HCF triple sérum. 3 actifs dermatologiques maintenant dans une triple dose. Rénove la peau à tous les niveaux. Volume, rides, taches. 9 femmes sur 10 le choisiraient. Et vous ? Découvrez votre routine personnalisée grâce à nos diagnostics soins experts sur lancôme.fr. I got this feeling inside my bones. It goes away with it, then I turn it on. Woo! Nothing
got you when you I can't stop the feeling. Dance, dance, can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Bonjour. Merci. So just dance, 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 I can't stop the feeling. Service à table, McDrive et livraison, à chacun son service. Mais qu'est-ce que vous faites, Michel? Bah, je joue. Faut faire du mieux d'en faire autant. C'est n'importe quoi. Quand les joueurs n'ont pas de règles, c'est plus du jeu. Et pour les jeux d'argent, c'est pareil. Il faut avoir plus de 18 ans, se fixer un budget et surveiller sa pratique. FDJ met à votre disposition des outils pour encadrer votre pratique de jeu. Vous voulez pas qu'on fasse un autre jeu? Plutôt. FDJ. Pour que ma vision devienne réalité, mes verres progressifs Varilux m'offrent une vision ultra nette de près comme de loin, avec une transition fluide. Voir sans limite, c'est vivre sans limite. Varilux, un verre Essilor, dispositif médical. 9 porteurs sur 10 sont convaincus par les verres Varilux. Satisfaction garantie chez les opticiens Essilor experts. Pour toutes vos histoires déjà vécues et celles à venir, nous donnerons vie à chaque détail. Il y a jusqu'à moins 70% sur le site pendant Black Friday. Profitez-en! Toujours Clio, maintenant hybride. Renault Clio existe aussi en version essence, à partir de 160 € par mois. Il y a du Wi-Fi ici. Maintenant, le Wi-Fi est partout chez vous avec B-Box Fibre Wi-Fi 6E de Bouygues Télécom, opérateur numéro 1 en Wi-Fi. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. 16h10, merci d'être avec nous sur BFM TV. Dans l'actualité de ce samedi, il y a notamment plus d'une cinquantaine de manifestations qui ont lieu contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, avec le hashtag Nous Toutes, à l'appel d'associations féministes, de syndicats et de partis politiques. À Paris, le cortège est parti de la place de la République pour rejoindre la place de la Nation. Angie Loata, vous êtes au cœur de ce cortège, on voit ces images. Angie, vous êtes aux côtés d'une manifestante. Quel est le mot d'ordre ? Alors le mot d'ordre, on va le dire, mais on va également le voir. Alors il y a d'abord cette pancarte, nous sommes le cri de celles qui n'ont plus de voix. Ça, c'est un message qu'on va expliquer ensemble, Cerise. Mais il y a également ce que vous avez fait sur votre visage. Vous avez maquillé votre visage pour montrer cette violence qu'on ne voit pas tout le temps. Expliquez-nous. Ce bleu que je montre, c'est pour montrer que des fois cette violence elle se voit pas et on agit des fois quand on la voit, mais cette violence est omniprésente dans notre société. Elle peut se représenter par la culture du viol, par du sexisme, par le harcèlement de rue. Toutes ces choses-là et ce bleu justement montre toutes ces violences qu'on ne voit pas. Expliquons votre engagement. Il y a beaucoup de gens, il y a des familles, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons aussi. Mais si on se concentre 2 secondes, on se dit que effectivement toute la société est concernée aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de gens. Le cortège est parti de la place de la République. La fin du cortège vient de quitter la place de la République il y a une dizaine de minutes. C'est dire s'il y a beaucoup de gens parce qu'on arrive vers la place de la Bastille pour ceux qui ont la géographie parisienne en tête. Vous êtes engagé à partir de 12 ans. Vous m'avez dit pourquoi ? Parce que depuis longtemps, j'ai subi énormément de sexisme, par exemple dans le sport, ou même j'ai été bénévole dans des festivals où par exemple on demandait plus à des hommes de porter des choses alors que j'étais tout aussi légitime à porter ces choses-là. Dans le sport, empêcher par exemple de participer à des compétitions. On choisissait plus des garçons pour venir à des compétitions que moi. On favorisait plus des garçons, on avait plus espoir en eux de gagner une compétition qu'à une fille. Et donc ces choses-là où j'ai direct vu une inégalité. Et donc j'ai voulu m'engager et à partir de là j'ai essayé de par exemple faire des manifs mais aussi créer un collectif féministe. Ce qu'on montre aujourd'hui c'est que c'est vraiment important de militer, c'est vraiment important que toute la société est concernée, qu'il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi. Il y a aussi les hommes qui sont victimes, il ne faut pas les oublier. Il y a tout le monde et donc c'est pour ça qu'il faut marcher dans la rue et montrer que cette violence elle est plus invisible, qu'on entend toutes ces femmes et pour réclamer pour ces femmes qui sont mortes.
Et voilà, je marche pour elle, je marche pour la génération future et voilà. Je vais conclure comme ça. Merci Cerise. Effectivement, on a vu une pancarte tout à l'heure. Noël, c'est dans 12 féminicides. Donc si on fait le calcul, effectivement, une fois tous les 3 jours. Donc effectivement, comme ça, 36 jours jusqu'à Noël. Symboliquement, c'est l'une des pancartes que l'on a vues ici dans une manifestation vraiment très très fournie dans les rues de Paris. On approche de la place de la Bastille et ensuite on rejoindra la place de la Nation. Manifestation parisienne bien fréquentée en effet, des messages forts. Merci Angie Loata avec Caroline Bertolino de nous faire suivre cette manifestation. On continuera de la suivre avec vous dans nos journaux. L'actualité aujourd'hui en Ukraine avec notamment la visite du Premier ministre britannique Rishi Sunak à Kiev. Sa première visite depuis sa nomination à ce poste. Il a pu échanger notamment avec le président Volodymyr Zelensky. Nous serons à vos côtés jusqu'à ce que l'Ukraine gagne, a dit Rishi Sunak. Général Pellistrandi, on le voit sur ces images où la neige commence à tomber, ça y est, à Kiev. C'est une visite très symbolique du Premier ministre britannique. Visite très symbolique puisqu'il a pris ses fonctions il y a à peine quelques semaines. C'est aussi une visite très utile parce que la semaine a été compliquée pour le président Zelensky. Il y a eu le tir donc d'un missile ukrainien qui est tombé malheureusement en Pologne. La controverse, Zelensky disant c'est les Russes. En quelque sorte, il s'est mis un peu en porte-à-faux par rapport à ses grands soutiens que sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, les pays de l'OTAN. Et donc, cette visite du Premier ministre britannique qui revient du sommet du G20 à Bali, où il était lui-même avec Joe Biden, Emmanuel Macron et les autres dirigeants, c'est le fait de dire, il y a eu cet incident, mais on continue à soutenir l'Ukraine et d'autant plus que les semaines et mois à venir vont être difficiles pour l'Ukraine. Certes, sur le plan militaire, il y a une dynamique positive, la reconquête donc de Kherson et de la rive droite, mais vous l'avez vu, il neige à Kiev. Maintenant, le froid hivernal est arrivé. 10 millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité. Les conditions de vie sont extrêmement dures. Et donc, cette visite, c'est bien réaffirmer le soutien du bloc occidental. Et donc, pour Volodymyr Zelensky, c'est une bonne chose. Pour l'Ukraine, c'est une bonne chose. Et puis, c'est aussi le fait pour le Premier ministre britannique de s'affirmer sur la scène internationale, puisqu'il vient à peine de prendre ses fonctions. On a vu le petit pin sur la veste de Rishi Sunak avec la moitié du drapeau britannique, la moitié du drapeau ukrainien, très symbolique, bien sûr. Vous parliez de la situation sur le front général avec cette question. La prochaine bataille est-elle celle de Crimée? Élise Phillips, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV en Ukraine avec Sébastien Savoie. Les dirigeants pro-russes de la région ont annoncé qu'ils entamaient des travaux de fortification. Oui, parce que grâce à l'avancée des forces ukrainiennes dans la région de Kherson, ces forces ukrainiennes, elles se sont rapprochées de la Crimée ces dernières semaines. Elles ne sont désormais plus qu'à une 60aine de kilomètres de la péninsule pour la distance la plus courte. Et ça inquiète les Russes qui ont donc décidé de mener des travaux de fortification, de creuser des tranchées également. Ces travaux, ils sont menés en anticipation d'une éventuelle bataille et pour protéger ce territoire annexé en 2014 et que la Russie considère depuis comme intouchable. Cette question de la Crimée, elle est très sensible parce que depuis le début de la guerre, Volodymyr Zelensky le répète, il veut la récupérer. Cette semaine, lors d'une allocution au G20, il a à nouveau qualifié la péninsule de territoire occupé. Il a également exigé, encore une fois, que la Russie retire l'ensemble de ses troupes de tout le territoire ukrainien, Crimée comprise donc. Donc il y a cette volonté qui est toujours intacte de la part du président Zelensky et de l'Ukraine en général de récupérer la Crimée. Et donc en anticipation de cette éventuelle bataille, les Russes s'inquiètent, préfèrent anticiper et mènent ces travaux de fortification dans la Crimée. Donc depuis hier, ça a été annoncé par la Russie hier. Général Pellistrandi, on l'a entendu, les forces ukrainiennes se rapprochent de Crimée, mais ce n'est pas l'objectif principal. On reste sur une offensive dans le Donbass actuellement. Oui, vous voyez, la carte illustre très bien la problématique. Vous avez donc la Crimée, c'est la partie rouge foncé, qui est occupée et annexée par les Russes depuis 2014. Et en fait, la partie rouge un peu plus claire, c'est la partie qui a été conquise très facilement, certains diront trop facilement, donc fin février, début mars. Et puis, vous avez la partie en bleu, c'est la zone qui a été récupérée avec la libération de Kherson. Et ce que l'on voit bien sur la carte, vous voyez en bleu clair, c'est le fleuve Dniepr, qui constitue en fait un fossé anti-char qui est quasiment infranchissable. Que ce soit pour les Ukrainiens pour venir au sud, ils peuvent faire peut-être des petites opérations spéciales, harceler les Russes, mais de là à franchir complètement, c'est compliqué. Et donc on voit bien la volonté des Russes en quelque sorte de protéger, en s'appuyant sur le Dniepr,
pour protéger la Crimée. La seule possibilité pour les Ukrainiens serait, mais ce n'est pas le cas pour le moment, de passer, vous voyez, là où il y a marqué Tokmak, ça serait de passer par l'Est, mais là, c'est la région du Donbass, où les combats sont extrêmement importants actuellement, où les Russes sont en train de remettre les forces qu'ils ont retirées de la rive droite, et donc la bataille de Crimée, pour le moment, elle n'est pas du tout à envisager, peut-être au printemps, en fonction de l'évolution de la guerre. Une image également très symbolique à vous montrer, celle du premier train de voyageurs vers la ville de Kherson, justement récemment libérée, qui est arrivé de Kiev pour la première fois depuis que les troupes russes ont occupé la ville du sud de l'Ukraine. Les troupes ukrainiennes qui continuent leur avancée. Très rapidement, d'un mot général, ce train, vous nous disiez tout à l'heure, il est... Très impressionnant, la locomotive, il est blindée. On a mis des plaques devant, on a mis un wagon devant, parce que les cheminots ukrainiens ont réparé 60 km de voies, mais ça reste une zone de combat et donc le train est protégé. Merci beaucoup, Général Pellistrandi, pour ces précisions. Évidemment, on continuera d'en parler dans nos prochains journaux. On en vient à présent à la Coupe du Monde de football au Qatar. Et on apprend aujourd'hui que c'est Gérald Darmanin qui représentera le gouvernement français lors de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu demain à Doha. Le Qatar qui est revenu sur sa décision d'autoriser la vente de bière autour des stades. Alors, qu'en pensent les supporters présents sur place? Sonia Carneiro a pu en rencontrer certains à Doha. Interdiction totale de consommer de l'alcool autour des stades. À l'intérieur des stades, c'était déjà le cas. Et nous sommes avec Adrien, supporter français. Adrien, vous avez appris la nouvelle hier en sortant de l'avion. Dites-nous, est-ce que vous êtes déçu ou pas? J'ai été surpris, mais pas plus étonné que ça. Parce que c'est vrai qu'on savait qu'ici, l'alcool, et le Qatar, ça fait pas deux, ça va pas très bien ensemble. Donc, non, pas vraiment surpris. On pensait que la nouvelle allait arriver avant, et puis c'est tombé là, mais non, pas plus étonné. Et est-ce que ça va changer quelque chose pour vous, pour votre compétition, quand vous allez aller au stade, autour des stades? C'est vrai que ça fait partie un peu de l'ambiance du foot, mais je pense qu'on est là aussi pour supporter notre équipe, l'équipe de France, les Bleus. Donc l'ambiance, les supporters, on va être là quoi qu'il arrive. Donc non, avec ou sans alcool, de toute façon, on sera là pour être derrière les Bleus. Et dites-nous, est-ce que vous avez peur que le Qatar, comme sur cette promesse, revienne sur d'autres engagements? On pourrait imaginer qu'il y ait peut-être d'autres choses, mais je pense qu'ils font quand même très attention. Là, depuis que je suis arrivé hier, je vois que le service, tout est plutôt carré, ça a l'air d'être bien organisé. Donc non, il n'y a a priori pas de raison qu'il y ait d'autres. Là, je pense que c'est une petite précaution qu'ils prennent supplémentaire, mais il n'y aura pas d'autres. Je pense qu'on va vivre une belle compétition. Merci beaucoup Adrien, on le rappelle, consommation d'alcool très encadrée ici, dans les fan zones, entre 19h et 1h du matin, ou alors dans les bars des hôtels. Et puis sachez qu'il faut prévoir le budget dans les fan zones. Le demi-litre de bière est à 50 rials qataris, soit 14 €, ce qui en fait la bière la plus chère de l'histoire de la Coupe du Monde. Restez avec nous sur BFM TV. Le procureur de la République d'Agen, Olivier Naboulet, va s'exprimer. Ce sera à 17h en direct sur BFM TV. Il va donner les derniers éléments sur cette affaire dans le Lot-et-Garonne. Le corps d'une adolescente de 14 ans qui a été retrouvé. Un homme de 31 ans est en garde à vue. Il a reconnu le meurtre. C'est un homme qui semble acculé, dos au mur. Après la libération de Kherson, il a répondu par une pluie de missiles. Jusqu'où ira la vengeance de Poutine? Peut-il frapper encore plus fort? En a-t-il seulement les moyens? Et sur le terrain, l'hiver qui arrive en Ukraine n'est-il pas son meilleur allié? Soirée spéciale lundi sur BFM TV. Nos experts répondent à toutes vos questions. Poutine, jusqu'où ira-t-il? Une émission présentée par Aurélie Casse et Maxime Switek. Lundi, dès 20h30 sur BFM TV. Seule la mer est aussi accueillante. Seule la mer vous dévoile les trésors de la Méditerranée. Vous révèle la féerie du Nord. Seule la mer, seule MSC Croisière. Embarquez pour un bel hiver à prix doux au départ de Marseille et du Havre. MSC Croisière, découvrir le monde en grand. La passion et l'exigence. Pour une expérience de conduite unique. L'excellence du savoir-faire japonais. Nouveau Mazda CX-60, hybride rechargeable. Vous êtes en route, on vous attend, la gueule est déjà prête. La Martinique, elle vous aime. Hé,
c'est le Black Friday chez Emma, avec jusqu'à 50% de réduction. Nous savons tous qu'une journée vraiment réussie commence d'abord par une bonne nuit de sommeil. C'est pourquoi chez Emma, depuis notre fameux matelas, nos oreillers ou nos lits, tout est conçu pour réveiller votre vie. Mettez de la couleur dans votre quotidien grâce à une bonne nuit de sommeil et profitez de réductions jusqu'à 50% sur emma.fr. Avec TGV Inouï et Intercité, pour la planète, on en fera toujours moins. Du 15 au 28 novembre, la carte Avantage passe de 49 à 24,50 €. Toute l'année, profitez de moins 30% sur vos voyages, moins 60% pour les enfants et moins 95% d'émissions de CO2. Voyagez plus vite, en polluant moins. Chez Optique 2000, nos opticiens se dépassent pour vous équiper avec des lunettes adaptées à votre sport. Découvrez notre pack sport à la vue à partir de 30 €. Dispositif médical. Optique 2000, on va se revoir. Don't worry. Be Duster. Don't worry, be Duster. Nouveau Dacia Duster, le SUV à l'aise sur toutes les routes. Et toujours à partir de 6 € par jour, soit 180 € par mois. Avec 4 ans d'entretien inclus. Don't worry, be Duster. La nouvelle gamme est disponible à la commande dans le réseau Dacia. Pour que ma vision devienne réalité, mes verres progressifs Varilux m'offrent une vision ultra nette de près comme de loin, avec une transition fluide. Voir sans limite, c'est vivre sans limite. Varilux, un verre Essilor, dispositif médical. 9 porteurs sur 10 sont convaincus par les verres Varilux. Satisfaction garantie chez les opticiens Essilor experts. Vous avez le choix. Vous pouvez garder les vêtements que vous ne portez pas, ou faire le bonheur de quelqu'un. Vendez à des millions de personnes en France et ailleurs avec Vinted. C'est sans frais. Téléchargez Vinted. Vous ne le portez pas? Vendez-le. Oh, t'es là, toi? Je l'adore. Ils sont trop mignons. On a de la chance. Qu'est-ce qu'on est bien sur cette route? Ils l'ont refaite, non? Non. Ah si. Ça va être une belle journée. Vous allez adorer la vie en électrique. Citroën IC4 électrique est à partir de 309 € par mois, avec 1000 km de recherche publique et 4 ans de garantie et d'assistance offerte. BFM TV et les montagnes françaises vous présentent la météo. La montagne, ça vous gagne. La météo avec l'application Avis. La location de voitures simple et rapide en un clic. Propriétaire ou bailleur, gagnez en confort devant la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. En cette fin de journée de samedi, le temps reste plutôt calme avec souvent une alternance de nuages éclaircis comme c'était le cas d'ailleurs sur Paris, avec peut-être quelques averses ici ou là, mais une nouvelle perturbation arrive par l'ouest et c'est celle-ci que l'on va surveiller dans les prochaines heures, puisque déjà le ciel se couvre sur la pointe de la Bretagne avec déjà d'ailleurs quelques précipitations au large et puis on retrouve quelques averses résiduelles dans le sud-ouest ainsi que sur les régions du nord. Donc pour demain matin, eh bien, les pluies déjà traverseront les régions de l'ouest avec un vent assez fort. À l'arrière, un ciel qui se couvre et un ciel qui reste quand même dégagé près de la Méditerranée ainsi que sur les Alpes avec d'ailleurs un petit peu de Mistral et de Tramontane. Et puis dans l'après-midi, eh bien, ces pluies gagnent les régions du centre et de l'est avec donc à l'arrière un ciel de traîne, des éclaircies mais également des averses. Toujours ce ciel dégagé près de la Méditerranée. Des températures stationnaires par rapport aux températures de ces dernières heures. En fait, on ne change pas vraiment de masse d'air, si ce n'est qu'un léger front chaud donc, va faire remonter ces mêmes températures sur la façade atlantique. En tout cas, demain matin, on aura des valeurs quasiment négatives sur le Massif central, -1, -2 degrés en moyenne. Et puis, dans l'après-midi, eh bien, on aura plus de 14-15 degrés sur la façade atlantique grâce à cette perturbation, mais ça reste quand même très frais entre le nord-est et le Massif central. Des températures tout à fait de saison, 7 degrés par exemple au maximum à Aurillac. BFM TV et les montagnes françaises vous ont présenté la météo. La montagne, ça vous gagne.
C'était la météo avec l'application Avis. La location de voitures simple et rapide en un clic. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales solaires en autoconsommation pour réduire vos factures d'électricité. Groupeverlaine.com. 16h28 sur BFM TV à la une de l'actualité de l'après-midi info. Cette adolescente de 14 ans retrouvée morte hier, étranglée à Birac-sur-Trek dans le Lot-et-Garonne. Le meurtrier présumé a avoué les faits lors de sa garde à vue. L'homme de 31 ans est connu pour des faits d'agression sexuelle commis quand il était mineur. Le procureur d'Agen donnera une conférence de presse à 17h à suivre en direct sur BFM TV. Une cinquantaine de manifestations cet après-midi contre les violences sexistes et sexuelles partout en France. À Paris, le cortège va de République à Nation. Il y a beaucoup de monde sur place. Les participants demandent notamment la fin de l'impunité pour les violeurs et agresseurs et un budget public de 2 milliards d'euros par an. Le mondial de football au Qatar démarre demain et déjà les polémiques se multiplient. Une Coupe du Monde finalement sans alcool, dans et autour des stades. Mais le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a tenu à rassurer dans une conférence de presse très surprenante. Les supporters ne seront pas privés de liberté pour ce mondial très controversé. Vous l'entendrez. L'actualité ce samedi, c'est tout d'abord cette enquête qui démarre après la découverte du corps d'une adolescente de 14 ans dans le Lot-et-Garonne. La mère de la jeune fille avait signalé sa disparition dès hier après-midi à Tonneins, ne la voyant pas rentrer du collège. Et la dépouille de l'adolescente a été retrouvée dans une maison abandonnée de Birac-sur-Trek. C'est à quelques kilomètres de là. Un homme de 31 ans, connu pour des faits d'agression sexuelle lorsque lui-même était mineur, est passé aux avus lors de sa garde à vue. Anna Guerre, Franck Payanav avec Camille Plaisant. C'est derrière ces vitres cassées dans cette maison inhabitée que l'adolescente de 14 ans a été retrouvée. Ne la voyant pas rentrer du collège, ses parents ont signalé sa disparition en fin d'après-midi ce vendredi. Les enquêteurs se mettent à la recherche de l'adolescente. Ils visionnent les caméras de surveillance de la ville et repèrent la collégienne sur les images. Les gendarmes repèrent également une voiture qui passe non loin de la jeune fille. Les investigations se concentrent alors sur le véhicule et son conducteur. Ils passent en revue toutes les plaques d'immatriculation et cartes grises dans leur fichier et un nom ressort. La voiture appartient à un homme de 31 ans qui habite à Marmande, non loin du lieu où a été retrouvé le corps de la jeune fille. Interpellé et placé en garde à vue, le principal suspect passe aux aveux et reconnaît avoir étranglé l'adolescente. Il indique également aux enquêteurs où trouver le corps. Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV est avec nous. Le procureur d'Agen nous donnera probablement plus de détails lors de sa conférence de presse à 17h tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, qu'est-ce qu'on sait de ce suspect qui a été interpellé? On sait que c'est pas un inconnu de l'injustice. Il a déjà été condamné, alors il était beaucoup plus jeune, c'était il y a une quinzaine d'années, en 2008 par le tribunal de Rochefort, condamné pour un fait d'agression sexuelle sur mineur alors que lui-même était aussi mineur. Si on fait le calcul, il y a 15 ans, il avait 15 ans ou 16 ans, il est aujourd'hui âgé d'une trentaine d'années, condamné à une peine de 15 jours de détention avec sursis probatoire pour une durée de 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, il ne devait pas récidiver sous peine de retour d'aller en prison. Il s'est toujours tenu à l'écart de la justice. Il n'a pas fait reparler de lui, si ce n'est pour des faits de dégradation ou de vol, avant son interpellation hier et qu'il reconnaisse les faits et qu'il emmène les enquêteurs sur les lieux où il avait déposé le corps de cette adolescente. Donc quelqu'un, effectivement, qui était déjà connu pour des faits, mais très anciens et qui, à l'époque, n'avait pas eu l'obligation d'avoir un suivi socio-judiciaire. Et on le rappelle, donc ne manquez pas la prise de parole du procureur d'Agen, Olivier Naboulet, qui s'exprimera à 17h, une conférence de presse à suivre en direct sur BFM TV. Donc on en parlera tout à l'heure à 17h. Dans l'actualité de ce samedi, il y a également ces dizaines de milliers de personnes mobilisées un peu partout en France. Aujourd'hui, contre les violences sexuelles et sexistes. Marseille, Rennes, Strasbourg, Nice, Nancy ou encore Paris. Des manifestations à l'appel du collectif Nous Toutes et en présence d'associations ou encore de personnalités politiques. Angie Loata, vous êtes dans le cortège parisien qui est parti de la place de la République, direction la place de la Nation. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de monde dans ce cortège, Angie. Effectivement, d'ailleurs, on a décidé de s'effacer de l'image tout simplement pour vous montrer cette rue, c'est la rue du Faubourg Saint-Antoine. Il y a une déferlante, c'est vraiment très impressionnant. Depuis la place de la République jusqu'à la place de la Nation, en passant par la place de la Bastille, des milliers de femmes et d'hommes se sont réunis aujourd'hui. Effectivement, on le voyait sur ces images de Caroline Bertonino, il y a beaucoup de personnes, principalement des personnes jeunes, de sexe féminin, oui, mais je vous le disais, je vous l'ai précisé, il y a aussi pas mal d'hommes, il y a également des personnes plus âgées, il y a des mots
d'ordre qui sont assez clairs, qui ont été imprimés sur ces petites pancartes que vous voyez régulièrement à l'image, notamment ce qui est un chiffre mais qui est devenu un véritable slogan dans cette manifestation, 0,6% des violeurs condamnés. Voilà, c'est le cri du cœur de tous les gens qui sont mobilisés ici pour dire notamment qu'il faut que la justice aille plus vite, qu'il faut que la police entende mieux les femmes qui sont victimes de violences sexuelles et d'autres violences d'ailleurs également. Il y a beaucoup de pancartes, beaucoup de slogans. Et ce que je voulais vous montrer également, je demandais à Caroline Bertolino juste de pivoter la caméra, c'est les gens qui sont également au balcon. Il y a pas mal de gens depuis le début de cette manifestation et ça c'est symbolique, ça montre également la manière dont la société entière regarde ce cortège avec bienveillance et solidarité. Beaucoup de gens au balcon qui sortent régulièrement aux fenêtres et qui expriment leur solidarité vis-à-vis des gens qui sont donc dans la rue, des milliers de personnes, je vous le disais. Si vous connaissez la géographie parisienne, vous vous en rendrez compte. On est désormais en direction de la place de la Nation. On vient de passer la place de la Bastille. Il y a à peine une demi-heure seulement que la fin du cortège a quitté la place de la République. C'est colossal. Merci Angie Loata avec Caroline Bertolino en direct de Paris et donc de cette manifestation contre les violences sexuelles et sexistes que l'on continue de suivre grâce à vous. L'actualité à l'international nous emmène en Ukraine à présent avec cette visite surprise du Premier ministre britannique Rishi Sunak. C'était à Kiev aujourd'hui, sa première visite en Ukraine depuis sa nomination à ce poste il y a moins d'un mois maintenant. Rishi Sunak qui a pu échanger notamment avec le président Volodymyr Zelensky, vous le voyez. Nous serons à vos côtés jusqu'à ce que l'Ukraine gagne, a déclaré le Premier ministre britannique. Et parmi les sujets de conversation entre Rishi Sunak et Volodymyr Zelensky, il y a eu la question de la reconnaissance d'un génocide contre le peuple ukrainien. Écoutez Volodymyr Zelensky à ce sujet. Nous avons parlé avec le Premier ministre britannique de la possibilité de faire reconnaître le génocide contre le peuple ukrainien. C'est très important aujourd'hui de reconnaître les nombreux crimes que le Kremlin a commis envers les Ukrainiens. Mais nous croyons en la justice, nous en sommes persuadés. Merci pour votre soutien. Merci au peuple britannique. Et sur le front, à moins de 100 km au sud de Kherson, se trouve la Crimée, annexée depuis 8 ans, 2014. Les dirigeants pro-russes de la région ont annoncé qu'ils entamaient des travaux de fortification. Camilla Giudice. Dans ces champs à l'est de l'Ukraine, des obstacles à perte de vue, 2 rangées de dents de dragon pour arrêter les chars. À proximité, des machines s'activent pour creuser des tranchées. Sur ces images diffusées par des médias proches du Kremlin, les Russes mettent en scène la fortification de leur position dans le Donbass. Si l'on ne peut pas dire précisément ni où, ni quand ces lignes de défense ont été filmées, cela montre tout de même que la Russie veut préserver ses conquêtes face à l'avancée ukrainienne. Il y a vraiment une volonté de tenter de garder en fait un minimum de territoire, mais ça va aussi de pair avec le fait que sur le terrain militaire, l'initiative depuis plusieurs semaines, elle est côté ukrainien et donc effectivement ça illustre en fait la posture défensive que prend l'armée russe depuis plusieurs semaines sur l'ensemble du front. La contre-offensive ukrainienne avance ces dernières semaines à l'est, mais aussi au sud du pays. L'armée de Volodymyr Zelensky a repris la ville de Kherson et se rapproche de la Crimée. Alors hier, les autorités installées par le Kremlin pour contrôler la zone ont annoncé prendre des mesures pour barricader la péninsule. Des travaux de fortification sont menés sous mon contrôle sur le territoire de la Crimée afin de garantir la sécurité des habitants. Les hommes du Kremlin espèrent ainsi empêcher les Ukrainiens de réaliser leur objectif affiché depuis le début de la guerre par Volodymyr Zelensky, reconquérir la Crimée. D'une part, ils empêchent la progression des chars, c'est très compliqué pour passer. Les terrains sont minés, donc on peut, vous voyez, entre les 2 lignes, on peut mettre des mines. Et si les plans russes sont bien faits, cette ligne, elle pourra être battue par l'artillerie. D'autant plus qu'à ces constructions s'ajoute un obstacle naturel cette fois-ci, le fleuve Dniepr, une barrière difficile à franchir pour accéder à la Crimée. J-1 avant le début de la Coupe du Monde de foot au Qatar, c'est Gérald Darmanin qui représentera la France à la cérémonie d'ouverture demain. Une Coupe du Monde sans alcool dans et autour des stades. Les supporters l'ont appris hier et qui fait craindre pour la défense d'autres libertés. Oui, mais le patron de la FIFA se veut rassurant. Dans une conférence de presse en forme de monologue très théâtral, vous le verrez, Gianni Infantino a usé d'arguments plutôt surprenants. Samia Hani.
Sa prise de parole était attendue, elle a été pour le moins surprenante. Gianni Infantino, président de la FIFA, s'est exprimé pour dire son soutien à la fois aux organisateurs de la compétition et aux victimes de discrimination dans le golf. Aujourd'hui, je me sens qatari. Aujourd'hui, je me sens arabe. Je me sens africain, je me sens gay. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens comme un travailleur migrant. Dans un discours étonnant, le patron de la FIFA a mis en avant ses origines italiennes pour montrer sa compassion avec les migrants venus travailler à Doha dans des conditions fustigées par les organisateurs de la défense des droits de l'homme. Cela me renvoie à mon histoire personnelle parce que je suis le fils de travailleurs migrants. Je sais ce que cela veut dire d'être discriminé, d'être harcelé en tant qu'étranger. Enfant, j'étais discriminé en Suisse parce que j'étais roux et j'avais des taches de rousseur. J'étais italien, je parlais mal l'allemand. Sur les droits LGBT, Infantino a assuré que les autorités qataries lui avaient donné la garantie que tout le monde était le bienvenu pendant cette Coupe du Monde. Si quelqu'un dit l'inverse, ce n'est pas l'opinion du pays et ce n'est pas l'opinion de la FIFA. Début novembre déjà, le président de la FIFA avait demandé aux 32 sélections de se concentrer sur le football et de ne pas se laisser entraîner dans toutes les batailles idéologiques ou politiques, face à la volonté de plusieurs capitaines de sélection nationale de porter un brassard arc-en-ciel lors des matchs. Nicolas Pelletier, on vous retrouve, vous êtes l'envoyé spécial de RMC Sport et de BFM TV à Doha. Ce mondial, il n'a pas encore commencé. Qu'on le voit, les polémiques s'accumulent déjà autour de son organisation. Oui, deux grosses polémiques autour de cette organisation. Tout d'abord, il n'y aura plus d'alcool dans les stades à partir de demain lors du lancement de la Coupe du Monde avec le match Qatar-Équateur. Il n'y aura pas d'alcool dans les 8 enceintes de cette Coupe du Monde. C'est un revirement de situation alors que début septembre, Nasser Al-Khater, le patron de Qatar 2022, avait annoncé que tout était prêt pour recevoir et consommer de l'alcool dans les stades. Seules les zones VIP pourront encore consommer de la bière dans les stades. Et une autre polémique est en train de monter ici au Qatar et nous sommes en mesure de vous la confirmer, les fan leaders, c'est-à-dire ceux qui étaient payés par le Qatar pour venir mettre l'ambiance lors des matchs de l'équipe de France ou que ce soit d'autres nations, ne seront plus rémunérés par le Qatar. Les fan leaders qui sont présents à Doha ont appris ça quand ils sont arrivés à Doha. Le Qatar a décidé de ne plus les rémunérer. Ils étaient défrayés pour ces actions qui menaient autour des différentes équipes ici à Doha. Alors sur le côté sportif, Nicolas, la France jouera son premier match mardi, ce sera contre l'Australie, avec des incertitudes sur l'état de santé de deux joueurs clés, Raphaël Varane et Karim Benzema. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez ? Alors il y a deux grosses incertitudes. Raphaël Varane qui se sent plutôt bien, c'est beaucoup plus rassurant par rapport à Karim Benzema. Son état est beaucoup plus préoccupant. On verra dans les prochaines minutes. Il y a un entraînement qui est programmé à 19h15 ici, heure locale, pour l'entraînement de l'équipe de France. Mais depuis jeudi, depuis le premier entraînement de l'équipe de France ici à Doha, Raphaël Varane et Karim Benzema s'entraînent à part. Et c'est deux mauvaises nouvelles pour les champions du monde qui se lanceront à la conquête d'un nouveau titre mardi prochain face à l'Australie. En tout cas, si Karim Benzema et si Raphaël Varane ne seront pas aptes à débuter cette rencontre mardi, Raphaël Varane sera remplacé par Ibrahima Konaté dans la défense centrale et Olivier Giroud remplacera Karim Benzema en attaque. Restez avec nous sur BFM TV dans quelques instants. À suivre sur notre antenne la conférence de presse du procureur de la République d'Agen, Olivier Naboulet, qui va donner les derniers éléments concernant cette affaire dans le Lot-et-Garonne. La mort de cette jeune fille de 14 ans. Elle avait disparu à la sortie de son collège hier. Un homme de 31 ans est en garde à vue. Il a reconnu le meurtre et donc le procureur doit donner davantage d'informations. Ce sera à suivre à 17h sur BFM TV. À tout de suite. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Face à face. 49.3, motion de censure. Ça va durer combien de temps ce cirque ? Les yeux dans les yeux. Est-ce qu'au fond, c'est pas ça la vraie raison pour laquelle vous ne l'avez pas voté ? Vous avez peur en fait. Une demi-heure d'échanges francs et directs. Déjà là, ça y est, sur les retraites. C'est quand même le truc qui vous reste au-dessus de la tête et qui vous empêche. Pour tout se dire. Je veux pas faire des promesses en l'air. Juste qu'on sache à quoi s'attendre. On va vers un tsunami. Sans détour. C'est tout le thème de ma campagne présidentielle, le grand remplacement. Sans tricher. Bah d'abord, il y a un problème de doctrine de maintien de l'ordre. Faut le dire. Et on voit que le naturel revient au galop. Au plus près de la vérité. Nous vivons sur un volcan. Voilà ce que vous dites aux jeunes. Face à face, l'interview politique d'Apolline de Malherbe. Chaque jour à 8h30, en direct sur BFM TV. On les
lui dit qu'elle est bonne à rien. Et comme elle est petite, elle le croit. Elle n'ose pas lever le doigt même si elle connaît la réponse. Elle rigole en disant je suis nulle, ça devient sa marque de fabrique. L'école, elle n'essaie même plus. Trop sûre que ce n'est pas son truc. Elle s'en fiche, elle oublie, elle dit l'avenir, on verra bien. Des talents, elle en a. C'est juste qu'elle n'est pas au courant. En vrai, trop de parcours se terminent en impasse. Aidons les jeunes à trouver de nouvelles voies professionnelles. Calme-toi, Georges. Direct Assurance, bonjour. Ça vous suffisait pas de répondre au téléphone. Il fallait aussi que vous répondiez par WhatsApp et Messenger. Vous savez quoi, Direct Assurance? On vous adore. Merci. Et pour 2, 3, 4 contrats souscrits, c'est 2, 3, 4 mois remboursés. Vous avez le choix. Vous pouvez garder les vêtements dont vous n'avez pas besoin ou les vendre sur Vinted et gagner de l'argent. Téléchargez Vinted. Vous ne le portez pas? Vendez-le. Vous arrivez quand? On vous attend, l'eau est déjà à 29 degrés. La Martinique, elle vous aime. Ma copine Maya, elle est formidable. Toujours à fond pour essayer de protéger l'environnement. Et comme elle a pris le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole, elle sait que son argent sert par exemple à financer des panneaux solaires dans notre ville. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Dyson détecte la poussière invisible à l'œil nu sur les sols durs. Et son puissant moteur hyperdymium capture les particules microscopiques. Pour un intérieur plus propre et plus hygiénique. Dyson révèle la poussière invisible dans le format qui vous convient. Pendant les offres Black Friday, économisez jusqu'à 150 € sur une sélection de technologies. Rendez-vous sur dyson.fr. La passion et l'exigence. Pour une expérience de conduite unique. L'excellence du savoir-faire japonais. Nouveau Mazda CX-60, hybride rechargeable. Parier, c'est un rituel. C'est des experts, des débutants. Mais parfois, parier, c'est pas pour tout de suite. Parier, c'est interdit aux mineurs, même dans un tournoi majeur. Parions Sport, nous sommes les parieurs. Pouvoir explorer un vaisseau spatial, c'est bien. Mais un jour, grâce au métavers, les étudiants pourront tout savoir sur les anneaux de Saturne. Même si le métavers est virtuel, son impact sera réel. Je peux vous aider? J'hésite sur le reconditionné. Rassurez-vous, ils sont tous vidés, révisés et testés. Ah ouais? C'est le Père Noël qui s'en occupe. Joyeux Noël, mon grand. Tu sais comment il fait le Père Noël? Mettez un peu de magie et beaucoup de reconditionné dans vos cadeaux. Orange. Toujours Clio, maintenant hybride. Renault Clio existe aussi en version essence, à partir de 160 € par mois. « 16h46 sur BFM TV. L'actualité ce samedi, c'est le corps de cette jeune adolescente de 14 ans qui a été découvert dans le Lot-et-Garonne après les aveux d'un homme âgé de 31 ans. Antoine Forestier, vous êtes notre envoyé spécial à Agen. Agen, c'est là que le procureur s'exprimera dans un instant en conférence de presse pour donner plus d'informations sur cette affaire. Oui, on devrait alors en savoir plus sur ce qu'il s'est passé. Les éléments d'information dont nous disposons désormais, c'est que l'alerte avec cette disparition, elle a été donnée hier dans l'après-midi aux gendarmes. C'est là qu'ils ont commencé leur enquête. Et pour tenter de retrouver la jeune fille, ils ont tout d'abord regardé les caméras de vidéosurveillance près du collège et également dans les rues adjacentes à cet établissement. Ils ont repéré la jeune fille, les enquêteurs, sur ces images et ils ont également noté les plaques d'immatriculation des véhicules qui passaient à côté. Et lorsqu'ils ont effectué les recherches sur les cartes grises reliées à ces plaques d'immatriculation,
d'immatriculation, eh bien, ils sont tombés sur le profil d'un homme qui était connu des services de police et ils ont donc placé cet homme en garde à vue aux alentours de 23h. Lors de l'interrogatoire, eh bien, cet homme de 31 ans a reconnu avoir étranglé la jeune fille, l'avoir tuée, et il a indiqué aux enquêteurs l'endroit où il avait abandonné le corps. C'est dans une maison située à Birac-sur-Trek, une maison abandonnée à environ un quart d'heure de la ville de Tonneins, là où était scolarisée la jeune fille. Les enquêteurs sont allés sur place avec le suspect et ont constaté que le corps s'y trouvait bien. Depuis, eh bien, cet homme est toujours placé en garde à vue, une garde à vue qui peut durer 24 heures, renouvelable une fois, c'est-à-dire au maximum jusqu'à demain soir. Et en effet, vous le disiez, eh bien, le procureur de la République d'Agen va prendre la parole dans quelques instants et on devrait donc en savoir plus sur ce qu'il s'est passé hier. Merci beaucoup Antoine, vous restez avec nous bien sûr avec Alexia Ferré à Agen pour BFM TV à 17h. Donc cette conférence de presse du procureur de la République d'Agen, Olivier Naboulet. Mélanie Bertrand, que peut-on attendre de cette conférence de presse ? Deux choses. D'abord, qui est ce suspect ? On sait que c'est un homme de 31 ans qui a déjà été condamné alors qu'il était adolescent lui-même pour un fait d'agression sexuelle et qu'a priori, depuis ses 15 ans, il n'a pas fait parler de lui. On veut savoir aujourd'hui quel est son environnement. Est-ce que c'est quelqu'un qui est inséré dans la société, qui est marié, qui travaille, qui a des enfants ? Quel était son lien avec cette ville de Marmande où il réside ? Est-ce qu'il était dans la région depuis peu ou est-ce qu'il habite là-bas depuis de nombreuses années ? Donc il y a tout l'environnement de cet homme que les gendarmes tentent d'appréhender pendant cette garde à vue. Et puis évidemment des questions, beaucoup, il en reste sur le passage à l'acte. On ne sait pas dans quelles conditions il a fait monter cette jeune fille à bord de son véhicule. Est-ce qu'il lui a tendu un piège ? Est-ce qu'il l'a fait monter sous la contrainte ou pas ? Est-ce qu'il y avait un lien entre elle et ce meurtrier présumé ? Et puis pour parler de choses plus difficiles, lui-même est connu pour un fait d'agression sexuelle alors qu'il avait 15 ans. Est-ce que cette jeune fille, Vanessa, a subi des violences sexuelles ? On ne sait pas à l'heure actuelle s'il est coopératif pendant sa garde à vue. On sait qu'il a désigné aux enquêteurs rapidement l'endroit où il avait abandonné le corps sur la commune de Birac-sur-Trek. Mais est-ce qu'il en a dit davantage ? Ça, évidemment, c'est ce qui se joue en ce moment même lors de sa garde à vue avec les enquêteurs de la gendarmerie. Et c'est peut-être là-dessus que le procureur de la République d'Agen va communiquer dans les prochaines minutes. Dans 10 minutes environ, on attend évidemment cette prise de parole avec vous. On va vous faire écouter cet avis de notre invité Jacques Morel, général de gendarmerie, ancien patron de la section de recherche de Versailles, qui nous explique en quoi l'utilisation de la vidéosurveillance a été primordiale dans l'avancée de cette enquête. Les enquêteurs sont très preneurs de l'installation de vidéosurveillance, même maintenant dans ce qu'on peut appeler la France profonde, puisqu'avant c'était l'apanage des grandes villes et des grands centres. On voit bien qu'en l'absence des images de vidéosurveillance, cet homme-là aurait pu passer à travers un dispositif s'il n'y avait pas eu de témoins visuels. Alors peut-être qu'il y a aussi des témoins qui vont se manifester. Donc très vite, il y a une équipe qui s'occupe de faire du voisinage et d'aller voir les centres de télésurveillance pour savoir s'il n'y a pas un véhicule particulier qui est passé à proximité de l'endroit. Et avec l'immatriculation, quand en plus on découvre que l'auteur, il est déjà connu pour des faits pas similaires, mais enfin pour des faits délictueux, ça donne tout de suite une orientation qui a permis cette arrestation rapidement. Effectivement, Mélanie Bertrand, la vidéosurveillance a permis de retrouver très rapidement cet homme. Oui, ça a été un atout fondamental pour les gendarmes parce que déjà, quand ils repèrent la jeune fille sur les images de vidéosurveillance, il est 13h hier en tout début d'après-midi. Donc, on peut imaginer que pour eux, ça a été un point très important dans l'enquête, en tout cas le point d'entrée. Ensuite, on peut imaginer qu'ils ont passé toutes les images au crible pour tenter de la suivre le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils voient un véhicule passer sur ces images quelques instants après le passage de la jeune fille. Donc à partir de là, tout de suite, ils rentrent le numéro de plaque d'immatriculation dans leur logiciel, ils repèrent le nom d'un propriétaire de carte grise et ils vont ensuite tenter de retrouver l'adresse de cet homme, savoir son nom et ensuite aller l'interpeller. Tout ça, c'est fait en une poignée d'heures parce que ses parents viennent signaler sa disparition en fin d'après-midi hier. À partir de là, les gendarmes revisionnent toutes les images de vidéosurveillance de l'après-midi, mais entre la fin d'après-midi et 23h, l'heure où il est interpellé, effectivement, il s'est passé un laps de temps très court. Et ensuite, effectivement, c'est allé vite parce que lui-même, on le disait, a été d'une certaine façon coopératif puisqu'il a désigné l'endroit où le corps de cette fillette, de cette jeune fille, a été retrouvé à quelques kilomètres de là. Et tout de suite, les gendarmes ont pu aller très vite. Mais c'est vrai que dans cette enquête, on peut le voir, comme ça a été le cas d'ailleurs pour l'enquête dans le meurtre de la petite Lola, pour localiser
la suspecte, la meurtrière présumée. Là encore, les vidéosurveillances ont été très utiles aux enquêteurs de la brigade criminelle. Ça se passe à Paris, bien sûr. On voit que dans ces enquêtes criminelles où il y a une adolescente qui est en danger, même si malheureusement ça ne permet pas de retrouver l'adolescente vivante, à chaque fois, rapidement, grâce aux images de vidéosurveillance, les gendarmes ou les policiers rapidement identifient un suspect et peuvent aller ensuite l'interpeller. Et puis il y a aussi l'entourage de cette jeune fille qui est sous le choc, évidemment. Une cellule psychologique sera mise en place dès lundi, en principe, dans le collège de Tonneins, où l'adolescente était scolarisée. Un établissement qui était en état de choc, forcément, après la mort de la jeune fille. Plusieurs élèves sont venus se recueillir sur place aujourd'hui. Apparemment, la petite a été découverte dans une maison du côté de Birac. J'y passe tous les jours pour aller travailler. On ne pense pas que ça puisse arriver dans nos petites communes. Voilà, c'est de la petite délinquance, c'est des cambriolages, c'est du trafic. Mais tuer une gamine de 14 ans, ça doit arriver nulle part, mais on ne pense pas que ça puisse arriver ici, quoi. Une cellule psychologique sera donc bien mise en place dès lundi dans ce collège de Tonneins. Mélanie Bertrand, qu'est-ce qu'on sait de la famille de la victime? C'est une famille qui vit évidemment le moment le plus épouvantable sans doute de leur vie. On sait que c'est une famille d'origine espagnole qui est arrivée à Tonneins il y a quelques mois, qui résidait dans cette commune. La victime, Vanessa, âgée de 14 ans, était l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Elle a, d'après nos informations, un petit frère et une petite sœur. Et cette famille, évidemment, est sous le choc depuis hier. Les parents ont été hospitalisés, pris en charge par les services de secours. On ne sait pas quelle est leur situation à l'heure actuelle, mais en tout cas, ils sont évidemment sous le choc. Et effectivement, on le disait, dans ce collège de Tonneins, l'émotion est très vive sur place et la rectrice du département nous faisait savoir qu'elle allait mettre en place, comme c'est le cas malheureusement à chaque fois, une cellule psychologique pour accompagner ces collégiens qui sont très jeunes, on rappelle 14-15 ans, pour les accompagner, et il y aura une prise de parole lundi au sein de ce collège. On comprend évidemment que c'est un moment très, très dur aussi pour eux à traverser. On parlait de cet homme, ce suspect, il est âgé de 31 ans, il est toujours en garde à vue donc à Marmande. C'est là qu'on vous retrouve Franck Payanave, vous êtes sur place et cet homme a avoué le meurtre très rapidement hier soir. Oui, l'homme de 31 ans interpellé par les gendarmes aux alentours de 23h hier soir. Il se trouve toujours dans les bureaux de la brigade de gendarmerie de Marmande située juste derrière moi, auditionné par les enquêteurs. Mais c'est vrai qu'assez peu d'informations filtrent de ces auditions, des auditions qui pourraient se poursuivre jusqu'à demain soir. En tout cas, avec ce profil, avec ce passif lointain, cela faisait 10 ans qu'il n'avait commis aucune infraction, mais il avait été condamné, pour rappel, en 2006 à 15 jours de détention avec sursis probatoire en raison d'une agression sexuelle sur un mineur âgé de 15 ans. C'était en 2006. Donc voilà pour la situation ici devant la gendarmerie où le suspect se trouve toujours. Franck, vous étiez tout à l'heure devant la maison, cette maison abandonnée à Birac-sur-Trek, où le corps de cette jeune fille a été retrouvé. Oui, une maison abandonnée, très vite repérée par les enquêteurs grâce au témoignage du suspect. C'est donc en milieu de matinée que cette découverte a été faite avec le corps donc de cette adolescente âgée de 14 ans, avec bien sûr tous les relevés pour permettre de faire avancer l'enquête et de comprendre ce qu'il s'est passé, ce qu'il s'est joué sur ces dernières 24 heures dans cette petite commune du Lot-et-Garonne. Merci Franck Payanave. Vous êtes donc, on le rappelle, à Marmande, où l'homme suspecté d'avoir tué la petite Vanessa, cet homme âgé de 31 ans, est toujours en garde à vue aujourd'hui, après être passé donc aux aveux hier. Mélanie Bertrand, on le disait vraiment, cette affaire s'est déroulée, en tout cas, le début de l'enquête s'est déroulé très rapidement pour arriver à ses aveux et retrouver le corps, malheureusement sans vie, de la petite Vanessa. Oui, parce que quand les parents vont signaler la disparition de leur fille, on est en fin d'après-midi et cet homme est interpellé à 23h environ hier soir. Donc oui, c'est allé très vite grâce aux images de vidéosurveillance. Les enquêteurs ont pu remonter sa trace, ont pu se rendre chez lui. Il était là, l'interpeller, le placer en garde à vue et lui aussi, d'une certaine façon, a coopéré avec les enquêteurs puisqu'il a rapidement désigné le lieu où il avait abandonné le corps de cet enfant à Birac-sur-Trek, à quelques kilomètres de là. Les enquêteurs se sont tout de suite rendus sur place avec le procureur d'Agen qui va d'ailleurs prendre la parole dans quelques instants pour constater
pour retrouver le corps, pour constater le décès, pour voir ensuite, il y a tous les enquêteurs de la gendarmerie scientifique qui ont passé l'après-midi sur place pour faire des relevés, pour tenter de voir si cet endroit, cette maison abandonnée, est-ce que c'est la scène de crime, est-ce que l'adolescente a été transportée sur place post-mortem. Tout ça, évidemment, va faire l'objet de l'instruction, mais il reste encore beaucoup de choses en suspens. C'est vrai les enquêteurs ont vite retrouvé le corps de cette adolescente, mais il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il ne s'est peut-être pas encore expliqué. On va le savoir dans quelques instants si le procureur nous donne quelques informations sur le contenu de sa garde à vue. On ne sait pas si cette jeune fille a subi des violences sexuelles. L'autopsie n'a pas été encore L'autopsie n'est pas pratiquée, mais peut-être lui a donné des informations lors de sa garde à vue. Même s'il donne des informations, l'autopsie sera de toute façon évidemment concluante sur ce dossier. Donc il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens pour l'instant. On va retourner à Agen tout de suite pour retrouver Antoine Forestier. C'est à Agen que dans quelques instants maintenant, le procureur de la République, Olivier Naboulet, va s'exprimer. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur BFM TV. Oui, avec beaucoup de questions qui se posent sur ce qu'il s'est passé hier. Il y a déjà les informations dont nous disposons. On sait que la disparition de cette jeune fille a été signalée en début d'après-midi. Les gendarmes, eux, ont été au courant en fin d'après-midi et ont commencé leurs investigations, notamment en recherchant les images de vidéosurveillance à proximité du collège où était scolarisée Vanessa. Il y a donc plusieurs caméras de surveillance dans le secteur qui ont été scrutées. Ils ont repéré la jeune fille sur les images. Ils ont repéré également beaucoup de véhicules qui passaient par là. Ils ont noté les plaques d'immatriculation et en regardant les cartes grises, un nom est ressorti des fichiers, le nom d'une personne qui était connue des services de police, un homme âgé de 31 ans. Cet homme, il a été placé en garde à vue aux alentours de 23h hier soir et dès le début de son interrogatoire, il a indiqué aux enquêteurs qu'il avait tué la jeune fille par étranglement. Il leur a également indiqué l'endroit où il avait abandonné le corps, une maison qui est située à un quart d'heure environ de la ville où était scolarisée la jeune fille, à Birac-sur-Trek. Les enquêteurs se sont rendus sur place en compagnie du meurtrier présumé. Ils ont constaté que le corps s'y trouvait bien. C'est ce qui s'est passé hier soir. Depuis, le suspect, il est en garde à vue, une garde à vue qui peut durer 24 heures, mais qui est renouvelable 24 heures de plus, c'est-à-dire qu'il pourra rester auprès des gendarmes jusqu'à demain aux alentours de 23 heures. Ce que l'on sait sur le suspect, c'est donc, je vous le disais, que c'est un homme âgé de 31 ans qui avait déjà été condamné en 2008 pour une agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Des faits qui, eux, avaient eu lieu en 2006. Lui-même était mineur au moment des faits. Il avait été condamné pour cela à 15 jours de détention avec sursis, ce qui signifie qu'il n'avait pas effectué cette peine de prison puisque depuis, il n'a pas de traces sur son casier judiciaire.